Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous à cette conférence du professeur Gabriel Martinez-Gros. On voit bien que le marathon est bien loin, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont été un peu bloqués à cause du passage du marathon devant l'Institut. Et donc, on a dû attendre que ce soit fini pour venir. Voilà. Merci pour votre présence et merci à Gabriel Martinez-Gros pour sa disponibilité et juste pour vous rappeler que Gabriel Martinez-Gros est membre du conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire, mais il est professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense et auteur de nombreux travaux sur le monde arabe. Alors, l'intitulé de sa conférence, Une brève histoire des empires, reprend un peu le thème du livre qu'il a fait paraître en 2014 aux éditions du Seuil, et une brève histoire des empires. Voilà. Et il est disponible à la librairie et je vous invite juste après cette conférence, pour ceux qui le souhaitent, et je pense que vous êtes nombreux, à acheter le livre. Il y aura une dédicace donc au niveau -2. Voilà. Peut-être un mot avant de lui passer le micro. Ce travail est placé sous la figure tutélaire de Ibn Khaldoun, qui est l'auteur éponyme donc, sur lequel tu t'es penché à travers ce voyage merveilleux, fascinant, donc des empires, et on va t'écouter avec beaucoup d'attention justement pour ce voyage à travers un itinéraire, je crois, à travers lequel tu vas nous faire découvrir pas mal de pays, pas mal d'empires. Voilà. Merci encore une fois, Gabriel, et je te passe donc la parole. Merci. Merci, Mati. Merci à l'Institut du monde arabe donc, de m'avoir donné cet espace de parole, et merci à vous d'être venus, malgré le marathon, peut-être à cause du marathon. C'est une forme de marathon que nous allons décrire parce que, en fait, cette brève histoire des empires en quelque chose comme 215 pages, 217 pages, est une petite histoire du monde, en fait. Alors, c'est une très brève, évidemment, histoire du monde. D'abord pour une raison que je tiens à signaler au passage, en rendant hommage à mon partenaire. Ce livre a été en fait élaboré dans un séminaire de l'École des hautes études en sciences sociales avec Amit Bozarslan. Et nous devions au départ écrire un livre ensemble. Et en fait, chacun de nous a écrit un livre un peu différent. Nous avons croisé nos regards. Lui s'est intéressé à l'œuvre d'Ibn Khaldoun, ce qui était plutôt ma spécialité, et moi à la violence, ce qui était plutôt sa spécialité. Et au total, nous avons tellement croisé nos regards que nous en avons fait deux livres différents, mais qui, je crois, l'autre, celui d'Amit, s'appelle « Le luxe et la violence ». Il est paru aux éditions du CNRS. Et je crois que c'est un avantage pour le lecteur, d'abord parce qu'il peut lire les deux livres séparément, parce que du coup ces deux livres ont une dimension humaine, si j'ose dire, c'est-à-dire environ entre 200 et 250 pages, ce qui permet d'aborder des choses essentielles, importantes, mais de le faire dans un format qui convient mieux au monde moderne et à l'homme moderne, un peu pressé de savoir, ce qui est bien naturel. Voilà, donc je voulais rendre d'abord hommage à Amit,
qui a été, et aux étudiants de ce séminaire de l'EHESS, qui ont été parmi les auteurs de fait de ce livre par les questions qu'ils ont posées. J'espère bien que vous-même vous poserez d'autres questions après l'exposé que j'espère bref que je vais vous faire. Alors Mathilde l'a dit à juste titre, ce livre, j'y tenais, commence par un nom, c'est les premières lignes, la première ligne du livre, ce nom, c'est celui de Ibn Khaldoun, le grand, peut-être sans doute même le plus grand historien de l'islam médiéval, le plus grand historien du Moyen-Âge, tout simplement, à l'exception de l'espace chinois que je ne connais pas. Je ne crois pas qu'on puisse comparer Ibn Khaldoun à qui que ce soit dans l'espace européen, même pas à Machiavel, auquel on l'a assez souvent comparé. C'est une œuvre infiniment plus vaste que celle de Machiavel. Je ne dirai presque rien d'Ibn Khaldoun et de sa vie, puisque lui-même en a dit relativement peu de choses dans les 200 pages qu'il lui a consacrées. Ces 200 pages sont essentiellement destinées à montrer que sa vie est une bonne application de sa théorie. C'est-à-dire que tout Ibn Khaldoun est dans sa théorie. Sa vie n'est qu'une image de sa théorie en très large part. 2 choses sur sa vie, ou 2 ou 3 choses sur sa vie si vous ne le connaissez pas du tout. Il naît à Tunis, d'une famille andalouse qui est réfugiée là, qui était originaire de Séville et qui est réfugiée là pratiquement depuis la conquête de Tunis par les chrétiens en 1248. En fait, ils ont quitté Tunis quelques années auparavant pour se réfugier là où la dynastie qui gouvernait ou protégeait jusque-là l'Espagne musulmane s'était enracinée, c'est-à-dire la dynastie des Almohades. Il ne faut pas l'oublier, les Hafsides auprès desquels Ibn Khaldoun se réfugie, sous la tutelle desquels il naît, sont des Almohades en fait, ce sont les descendants légitimes de la dynastie almohade. Et donc il le sert après un épisode majeur dans sa jeunesse qui est la peste, qui arrive à 16 ans, quand il a 16 ans, à Tunis. Il sert toutes les dynasties du Maghreb, comme on l'a dit, et en particulier les dynasties de l'ouest du Maghreb, pas seulement, mais surtout la dynastie de Fès et celle de Tlemcen, jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près, où brutalement, il a une sorte de révélation, de conversion. Il la présente lui-même comme une conversion. Et c'est intéressant. Où, dit-il, il comprend tout à la politique et aussitôt il l'abandonne. Alors ça, c'est un des grands mystères. Je veux dire, pourquoi vous abandonnez ce que, justement, vous venez de comprendre, et pourquoi? Parce que c'est ce que Ibn Khaldoun laisse entendre. Pourquoi vous ne pouvez comprendre que si vous abandonnez? C'est-à-dire que tout politique est aveugle. Ça, c'est un vrai, justement, un point aveugle de la pensée d'Ibn Khaldoun, et qui le distingue totalement et de Machiavel et de Tocqueville, même de Tocqueville, et de Clausewitz, qui tous sont des vaincus de l'histoire comme lui, certainement, mais qui tous ont un projet politique, qui écrivent parce qu'ils ont un projet politique, qui écrivent parce qu'ils veulent reprendre le pouvoir. Ibn Khaldoun écrit parce qu'il ne veut pas reprendre le pouvoir, parce qu'il sait qu'il ne l'aura jamais, en fait, si vous préférez. Bon, voilà. Alors, bon, puisque tout est dans sa théorie, qu'est-ce que c'est que sa théorie? Je vais essayer de l'exposer d'une manière un peu nouvelle, même pour moi, ce qui est assez paradoxal, parce que ça fait à peu près 15 ans que je fréquente Ibn Khaldoun, et à peu près 5 ou 6 ans que j'ai mis au point à peu près le récit bref de sa théorie, selon moi, bien sûr. Je crois qu'on peut partir plus simplement de ce que tout historien arabe a en tête quand il prétend raisonner sur l'histoire, c'est-à-dire les conquêtes arabes. Et les conquêtes arabes présentent évidemment un problème, un mystère majeur. C'est comment quelques dizaines de milliers de Bédouins l'ont emporté sur plusieurs dizaines de millions. Car les 2 empires que les conquêtes arabes ont mis à mal, c'est-à-dire l'Empire byzantin et l'Empire perse, ne comptaient pas moins de 30 millions d'habitants à peu près, et ils étaient agressés par tout au plus une centaine de milliers, tout au plus,
hein, une centaine de milliers de Bédouins plutôt mal armés. Bon, quelle est la réponse? D'abord, est-ce un miracle? Oui, oui, dit Ibn Khaldoun, qui est un bon musulman, oui, oui, c'est un miracle, mais en fait, non. En fait, ce n'est pas du tout un miracle, puisqu'il y a un autre événement tout à fait comparable, qui s'appelle les conquêtes mongoles, hein, pour le moins comparable, en fait plus vaste que les conquêtes arabes, et qui présente le même schéma. Vous avez 100 000, 200 000 peut-être, mongols, qui alors là s'imposent non seulement à 30 millions de musulmans, pour le reste on verra, mais à 100 millions de Chinois. C'est encore bien plus vaste que les conquêtes arabes. Donc ce n'est pas du tout un phénomène exceptionnel, les conquêtes arabes. Alors, comment, pourquoi 100 000 réussissent à l'emporter sur 30 millions? Ben, la réponse est simple, dit Ibn Khaldoun, c'est que les 30 millions sont désarmés. Ah bon? Mais pourquoi sont-ils désarmés? Eh bien, c'est qu'ils vivent sous l'autorité d'un État, nous dit Ibn Khaldoun, dont l'une des règles de fonctionnement essentielles est de désarmer ces populations, de réserver à une infime minorité les fonctions armées. Ah bon? Mais pourquoi un État doit-il désarmer ces populations? Parce que le but de l'État est de lever l'impôt, dit Ibn Khaldoun. Ah bon? Mais pourquoi le but de l'État est-il de lever l'impôt? Il a le souci de persécuter ses citoyens? Pas du tout. Il a le souci d'en faire le bonheur. Car en levant l'impôt, il concentre les ressources, les richesses, les hommes aussi, dans ce qu'on appelle une ville. Une ville, c'est tout simplement, alors pour Ibn Khaldoun, hein, on verra dans peu de temps les exceptions que le monde moderne a apportées, plus que les exceptions, le renversement que le monde moderne a apporté à cette vision des choses. Une ville, c'est la concentration artificielle obtenue par la coercition de l'impôt. Hein, c'est donc une capitale, hein, à tout coup. Il n'y a pas de ville pour Ibn Khaldoun qui ne soit des capitales. Hein, quand il dit la ville, en réalité, il a derrière lui, dans sa pensée, l'idée d'une capitale dans laquelle se concentrent les richesses et les hommes, et grâce à cette concentration, grâce à la demande que cette concentration de richesses permet de faire naître, se produisent les gains de productivité, les seuls gains de productivité possibles d'une société agraire. Pour le dire dans d'autres termes, c'est-à-dire ceux d'Ibn Khaldoun, qui n'a pas le terme de gain de productivité, je n'ai pas besoin de vous le dire, à sa disposition, la diversification des métiers, la ramification des métiers et le raffinement des savoir-faire sont la conséquence de la concentration de la richesse et des compétences dans une ville, c'est-à-dire dans une capitale, par le biais du mécanisme de coercition qu'est l'impôt. Si vous préférez, dans les campagnes, chacun fait ses propres outils de bois. Dans les petites villes, vous commencez à avoir des menuisiers, c'est-à-dire un travail spécialisé du bois. Dans les grandes villes, vous avez des charpentiers. Et dans les mégapoles, quelquefois, vous avez des imagiers, des ivoiriers, hein, ou des ébénistes. À Paris, c'est seulement à partir du XVIIIe siècle, hein, à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, que l'ébénisterie apparaît. C'est très, très tard. Il y faut 500 000 habitants et la puissance fiscale de l'État royal. Voilà. Hein, et c'est cette diversification des métiers qui permet les gains de productivité, hein, dans une société agraire qui n'en manifeste aucun a priori. Si on peut juger de la richesse mondiale par la population mondiale, la richesse mondiale et la population mondiale n'ont pas cru, n'ont pas augmenté du tout entre l'ère chrétienne et l'an 1000. Vous avez la même population mondiale à l'ère chrétienne qu'en l'an 1000 de notre ère. Les premières pandémies, comme le savent ceux qui sont venus hier à la table ronde Bagdad, sont passées par là, hein, c'est-à-dire la variole et la peste. Et vous avez une population qui est restée stable, avec un creux au milieu, hein, une population qui est restée stable pendant pratiquement un millénaire. Donc, on peut le penser, une richesse qui est elle aussi restée stable pendant
un millénaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que l'État n'est pas fait, évidemment, pour la guerre. L'État est au contraire une réalité constamment désarmante. L'État est fait pour lever l'impôt et pour assurer ce mécanisme de concentration de la richesse dans la ville, qu'est l'impôt. Donc si l'État est un danger, ce n'est pas parce qu'il est violent, mais au contraire parce qu'il désarme, c'est-à-dire qu'il offre des masses particulièrement productives, relativement riches et toujours nombreuses à la prédation, aux prédateurs du monde extérieur. Alors, il doit donc se défendre, l'État, et puisqu'il ne peut pas trouver parmi les populations qu'il contrôle et qu'il désarme les moyens de se défendre, il va chercher de l'autre côté, en général, de ses frontières, dans ses confins ou dans les poches, à l'intérieur de son territoire, les poches de dissidence qui ne payent pas d'impôts, il va chercher la violence qui lui est nécessaire pour défendre son troupeau producteur. Nécessairement, le pouvoir vient d'ailleurs, dans l'État tel que le décrit Ibn Khaldoun, puisque la violence vient d'ailleurs. Attention, cette violence, ce n'est pas l'irascibilité naturelle, comme dit Ibn Khaldoun, des tribus. Cette violence, c'est un phénomène culturel. Ces tribus que l'État appelle à assurer la défense de son troupeau producteur, ces tribus sont chargées de toute la violence dont le troupeau producteur est privé. Elles sont très violentes pour que les producteurs ne le soient pas. Elles sont d'autant plus violentes que les producteurs ne le sont pas. C'est-à-dire que tout se passe comme si la violence était spécialisée, concentrée dans ces tribus qui représentent, dans ces tribus mises au service de l'État, qui représentent une part évidemment absolument minime de la population, 2-3%, ce que représentaient les Arabes au moment où ils ont conquis leur empire, 2 à 3% de la population de leur empire, tout au plus. C'est le phénomène normal, ça n'est pas une exception, c'est la règle, dit Ibn Khaldoun. Bon, alors cette règle admet une fin, c'est que ces tribus qui valent par la violence, enfin, c'est violent, ça peut être des mamelouks, ça revient au même, ça n'est qu'une application, les mamelouks, de la violence des confins. Cette violence des confins se dissout dans la société qu'elle est supposée protéger pour deux raisons. La première est la plus intéressante, c'est que la société de l'État assure toutes les protections que la tribu et les solidarités de la tribu assurent dans le monde des confins, dans le monde qui ignore l'État. Et que par conséquent, ces solidarités qui font avec la violence la puissance des tribus, ces solidarités se dissolvent parce qu'elles ne servent à rien dans le monde sédentaire. Alors ici, un axiome indémontrable. Les hommes ne sont solidaires les uns des autres que s'ils en ont besoin. C'est ce que vous pouvez déduire, dit Ibn Khaldoun. S'ils n'en ont pas besoin, ils ne le sont plus solidaires. Et donc, les solidarités se défont naturellement à l'abri de l'État. Parce que l'État assure la protection contre la violence physique, la protection contre le veuvage, la protection contre la famine, etc. Et donc, on n'a pas besoin de solidarité. Or, ce sont ces solidarités qui font l'essentiel de la violence et de la force des tribus. Et donc, premier aspect, la dissolution naturelle à l'intérieur d'une société sédentaire de cette violence et de ces solidarités tribales. Le deuxième aspect, c'est que le pouvoir tend à désarmer constamment, puisque l'État est un processus de désarmement nécessaire pour lever l'impôt, l'État tend à désarmer constamment ses propres tribus, c'est-à-dire ses propres forces. Il se suicide constamment. Peut-être certains d'entre vous ont assisté hier à la conférence sur Zénobie et Palmyre. Voilà, bon, c'est un cas typique. Vous avez des tribus arabes d'ailleurs, qui se suicident d'une part en voulant constituer un État, une ville, Palmyre, ils nous ont laissé la ville, mais ils se sont suicidés par là même, et d'autre part qui sont abattus par l'empire qu'ils étaient supposés protéger.
Parce qu'à un certain moment, évidemment, hein, les tribus des confins cherchent à manger un peu de l'Empire qui est quand même le beau morceau, hein, des forces productives de l'Empire qui sont le beau morceau. Et par conséquent, l'Empire réagit en tuant ses propres forces, les forces qui sont supposées le défendre. Hein, voilà pourquoi Palmyre existe et voilà pourquoi Zénobie n'a pas survécu et Odenath, son mari, n'ont pas survécu à la construction de Palmyre. Hein, c'est logique, dit Ibn Khaldoun. L'État tue ceux qui le créent, pas les autres. L'État tue ceux qui le créent. Voilà. Donc, voilà, il faut quelques conditions pour que cette étrange théorie, très étrange pour nous, bien entendu, hein, qui venons d'une histoire occidentale, presque tous, même ceux qui vivent aujourd'hui dans le monde musulman, il faut quelques conditions pour que cette théorie soit pertinente. La première condition, c'est qu'il faut une masse productive. Il faut d'abord ces producteurs, hein, ce troupeau producteur désarmé, pour lequel l'État est constitué, ou que l'État constitue. C'est ce que Ibn Khaldoun appelle les sédentaires. Hein, c'est ça qu'il appelle les sédentaires. C'est ce troupeau producteur désarmé. Et ceux qu'il appelle les bédouins, c'est tout simplement ceux qui sont convoqués aux fonctions de violence de l'État et par l'État. Ce ne sont pas les tribus dans la steppe. Hein. Ce sont ces tribus quand elles sont convoquées aux fonctions de violence de l'État. Donc, il y faut une masse productive, donc une masse de population, tout simplement. Et cette masse de population, elle n'est pas atteinte probablement avant le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous voyez, alors là, l'historien le voit très clairement, sans aucune difficulté, vous voyez les empires se dilater brutalement, ou se créer, tout simplement, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et l'ère chrétienne. Bon, les plus grands empires d'avant le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'empire assyrien qui contrôle l'ensemble du croissant fertile. L'empire achéménide qui vient 70 ans plus tard contrôle non seulement l'Iran, l'Asie centrale, le croissant fertile, mais l'Égypte et l'Asie mineure. C'est-à-dire qu'il est 3 fois plus grand et probablement 3 fois plus peuplé que ne l'était l'Empire assyrien, et puis vient l'Empire romain, et puis à l'autre extrémité du monde se constitue pratiquement à la même époque l'Empire chinois. Hein, c'est-à-dire que vous avez un âge des empires qui tient tout simplement à une masse critique de la population mondiale qui est atteinte à ce moment-là, hein, tout simplement entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après. Le deuxième aspect très significatif de la constitution des empires, c'est l'organisation d'un limès ou d'une muraille de Chine. La muraille de Chine ou le limès sont destinés à séparer les barbares des civilisés, les bédouins des sédentaires, mais en réalité, ils ne séparent rien du tout. Hein. Le limès ou la muraille de Chine sont la séparation marquée dans le paysage de ce qui est dans la tête des contemporains et dans la logique de l'organisation de l'État, c'est-à-dire la séparation des fonctions de violence au-delà du limès et des fonctions de production en deçà du limès. Mais bien entendu, c'est au-delà du limès, très très souvent, hein, disons à partir du IIIe siècle dans le cas romain, beaucoup plus tôt dans le cas chinois, que l'Empire va chercher sa violence, va chercher ses soldats, va chercher ses hommes de violence. Voilà. Donc, en fait, le limès, c'est tout simplement le marquage dans le paysage de cette séparation des fonctions de violence et des fonctions de production sans lesquelles il n'y a pas d'État pour Ibn Khaldoun. Pour Ibn Khaldoun, la cité grecque n'est pas un... Bon, il ne la connaissait pas de toute façon, mais il n'en savait rien, mais il n'aurait pas été un État. S'il en avait connu le fonctionnement, il aurait dit bah, c'est pas un État, c'est une espèce de vague tribu. Hein, c'est une tribu qui essaye de se transformer en État, mais pour l'instant, ça n'est pas un État. L'Empire romain, oui, bien sûr. Hein, parce que l'Empire romain fait cette distinction des fonctions de violence et des fonctions de production. Et bien sûr, l'Empire arabe, l'Empire byzantin, etc. Le troisième point, c'est la solitude de l'Empire.
Alors c'est un point que je dis, nous sommes entre nous, vous ne le répéterez pas ailleurs à mes camarades contemporanéistes en particulier, enfin qui s'intéressent, enfin qui parlent de l'empire napoléonien ou de l'empire allemand, etc. Tout ça, ce ne sont pas des empires, hein, évidemment. L'empire est seul au monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rival organisé, il n'a pas d'État organisé à ses frontières ou en face de lui, ou bon, l'Empire romain avait le petit empire perse, mais c'est presque rien par rapport à la masse de l'Empire romain. Mais l'Empire chinois, c'est l'exemple par excellence, évidemment. Il n'a pour voisin que des barbares. Hein, l'Empire concentre la totalité des fonctions de production, donc la totalité des richesses, et il échange ces richesses contre la violence de ses confins. Et l'Empire doit être seul, sinon ce n'est pas un empire. Et donc, l'Empire napoléonien, évidemment, n'est pas un empire parce que jamais la France n'a été seule, c'est une nation. L'Occident, en tant que tel, et dans sa globalité, peut être considéré comme un empire. Il en a toutes les caractéristiques, en particulier la relative fermeture culturelle, hein, ce qui est une forme normale de l'empire. Hein, l'empire est content de sa civilisation, il est content de sa culture, et il considère qu'au-delà de ses frontières, logiquement, il n'y a que des barbares. Vous pouvez encore reconnaître ce discours de temps en temps dans le discours occidental, mais c'est le discours de tous les empires. C'est le discours normal de l'empire. Hein, si l'empire ne pensait pas qu'il n'a autour de lui que des barbares, il ne serait pas l'empire. Il est logique que les Chinois pensent que tous ceux qui ne sont pas chinois, ils pensaient du moins que tous ceux qui ne sont pas chinois sont des barbares. Troisième point, j'ai fait le petit compte dans ce livre. La Chine étant le meilleur exemple de l'Empire, bien mieux que l'Empire romain, il faut bien l'avouer, plus et mieux que l'Empire islamique, sauf l'Empire islamique aux Indes, hein, qui est un cas un peu particulier, l'Empire des Moghols. Je fais un petit peu le compte, d'après ce qu'on sait de la démographie historique. Il n'y a que très très peu d'empires, évidemment, généralement un à l'est du monde, l'autre à l'ouest du monde. Par ouest du monde, j'entends l'islam, hein, qui est... si vous prenez l'ensemble de l'ancien monde, à l'ouest du monde. Et en gros, les empires n'ont jamais représenté moins de 30% de la population mondiale depuis 2500 ans, et ils sont montés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Si vous comptez l'empire moghol des Indes et l'empire chinois, ils sont montés jusqu'à 50% facilement de la population mondiale, et bien plus, évidemment, des traces historiques, parce que, évidemment, la plupart du temps, les empires écrivent beaucoup plus que ne le font les tribus qui représentent sans aucun doute une masse non négligeable, et surtout, ce sont des milliers, hein, qui représentaient une masse non négligeable de la population mondiale. Alors, dernier point, l'Occident ne correspond pas du tout à cette définition. Il ne correspond pas du tout pour des raisons simples, que, évidemment, vous n'avez pas eu le temps de repérer, mais que vous pourriez repérer d'après les principes que je vous ai déjà donnés, c'est qu'au VIe siècle, 5e, 6e siècle de notre ère, avec l'effondrement de l'Empire romain, l'impôt, qui est la base, évidemment, hein, de l'État, pour Ibn Khaldoun, l'impôt disparaît, l'impôt d'État disparaît en Occident, et il réapparaît au XIVe siècle. Donc, l'Occident se constitue entre le VIe et le XIVe siècle dans des conditions qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec celles de l'État d'Ibn Khaldoun, ce que j'appelle moi l'Empire. C'est-à-dire que si vous suivez le raisonnement d'Ibn Khaldoun, normalement, l'Occident aurait dû rester un ensemble barbare, bédouin, de tribus peu nombreuses, clairsemées, et sans villes. Et sans villes, puisque les villes sont l'expression de la concentration de la richesse et des ressources que permet l'impôt et que permet seul l'impôt. En gros, jusqu'en l'an 1000, ça marche. Disons-le franchement, il n'y a pas trop de spécialistes du haut Moyen-Âge dans la salle, j'imagine. Donc, entre nous, on va dire, ça marche. Il n'y a pas de ville, pratiquement, enfin, pas beaucoup, quelques ports dans lesquels se concentre la richesse, pas beaucoup. En gros, ça marche assez bien. Hein, le schéma khaldounien marche assez bien, avec des populations très clairsemées, probablement encore plus clairsemées vers l'an 900 qu'elles ne l'étaient à l'époque de l'Empire romain, et surtout cette absence de ville qui est une des grandes caractéristiques du haut Moyen-Âge occidental, évidemment, cette faiblesse de la ville
qui est une de ses grandes caractéristiques. Et puis à partir de l'an 1000, ça ne marche plus du tout, du tout, du tout, du tout. Il se crée des villes là où la théorie voudrait qu'il ne s'en crée pas. Et ça, c'est la grande énigme khaldounienne, c'est-à-dire que l'Occident, l'histoire de l'Occident représente la grande exception à la théorie khaldounienne. Mais cette exception est une exception. J'y insiste, c'est-à-dire que l'Occident, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, a construit une histoire à partir de sa propre expérience historique, c'est-à-dire une histoire dans laquelle son histoire est l'histoire normale. Or, c'est une histoire complètement anormale. Complètement. Hein? L'Occident dessine une vision de l'histoire où il y aurait une autoroute que chacun emprunte, bien entendu, qu'il a empruntée et parcouru le premier, mais que les autres vont parcourir après lui, et qu'ils auraient pu, en tout cas, parcourir en même temps que lui, voire avant lui. Ils auraient pu arriver avant lui. Et on continue en Inde de se poser la question pourquoi la révolution industrielle n'a-t-elle pas eu lieu en Inde, etc., comme s'il y avait une autoroute normale qui menait normalement à la révolution industrielle. C'est absurde. L'Occident a pris un petit chemin de traverse et il est tombé sur une clairière qui est celle de la modernité, et qui était totalement inattendue, évidemment. Alors que s'est-il passé, ou que se passe-t-il pour qu'on passe au monde moderne qui suspend complètement le phénomène d'Ibn Khaldoun, où en effet le schéma occidental l'emporte complètement? Il s'est passé des choses qui sont, enfin je ne dis pas qui sont fort historiques, hein, mais l'essentiel c'est la révolution scientifique et technique de l'Europe du XVIIe et du XVIIIe siècle. Elle a une conséquence immédiate, c'est que désormais la création de la richesse ne dépend plus exclusivement de l'impôt. Donc ne dépend plus exclusivement de l'État. C'est-à-dire que la société civile, on va l'appeler comme ça, la société civile crée de la richesse à côté de l'État qui continue effectivement de créer la richesse, le cas échéant, par le biais de l'impôt. La preuve, bon, je ne suis pas économiste et je ne vais pas entrer dans des débats d'économistes, la preuve tout simplement, l'historien ou le géographe peut la voir à vue d'œil, parce que la plupart de ces phénomènes sont visibles à vue d'œil, hein, tout simplement. La preuve, c'est tout simplement qu'à partir de la fin du XIXe siècle, du XVIIIe, début du XIXe siècle, apparaissent des villes qui ne sont pas des capitales. Manchester, New York, Shanghai, Barcelone, qui dépasse de loin Madrid jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, Milan et pas Rome, etc., ne sont pas des capitales, et pourtant, elles deviennent les capitales économiques. Ce qui est une absurdité, au terme évidemment de la théorie khaldounienne. Car la capitale, c'est nécessairement et toujours là où l'impôt et par conséquent l'État accumulent l'essentiel de la richesse. Et donc, l'apparition de villes qui ne sont pas des capitales et qui prennent même l'avantage un temps, avant que l'État ne prenne sa revanche, qui prennent l'avantage un temps, Manchester par exemple, sur Londres, hein, pendant toute la première moitié du XIXe siècle, et en tout cas surtout le sud de l'Angleterre, hein, c'est le nord de l'Angleterre qui se développe, alors que c'était une lande hein, jusqu'au XVIIe siècle. Hein. Ce fait montre clairement que quelque chose a changé et qui est fondamental. C'est d'autant plus fondamental que ça a des conséquences. Dès lors que ce n'est plus l'impôt qui crée la richesse, vous n'avez plus besoin de désarmer vos citoyens. Et donc ce que fait au XIXe siècle l'Europe, toute l'Europe, y compris l'Europe supposée réactionnaire, l'Empire ottoman ou la Russie, hein, ce que fait toute l'Europe, c'est armer ces populations. Ce qui lui donne évidemment un avantage colossal dans son entreprise coloniale, mis à part les avantages techniques des armées européennes, elles ont tout simplement l'avantage du nombre. Elles ont tout simplement l'avantage du nombre parce que l'Europe a armé ses populations, ce qu'aucun empire ne fait, bien entendu. Les fonctions de violence en Chine sont strictement définies par l'appartenance à l'ethnie mandchoue, jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à la révolution de 1911. De même en Inde, hein, comme dit Bernier, le médecin qui fréquente l'Empire moghol au XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que les Moghols? Et par les Moghols, il entend non pas les princes de la famille royale, mais l'appareil d'État. Hein.
Eh bien, les Moghols, ce sont des gens qui sont blancs de peau parce que l'immense majorité de la population indienne est de peau sombre, bien sûr, hein, qui sont blancs de peau, étrangers, c'est un pléonasme, hein, blanc de peau et étrangers en Inde, et musulmans, parce que l'immense majorité de la population indienne ne l'est pas musulmane. Hein, voilà ce que c'est qu'un Moghol. Donc les Moghols, l'armée moghole, c'est 200 000 hommes. Hein, vous introduisez une petite ethnie guerrière qui s'appelle les Anglais ou les Écossais dans ce jeu, et vous leur donnez un petit avantage technique, petit, enfin tout de même, l'artillerie commence à peser, et immédiatement, cette petite ethnie guerrière nouvelle, hein, cette petite tribu de l'extérieur, venue de l'extérieur et qui se coule dans le schéma général de l'arrivée ou de l'inclusion des minorités violentes dans la pratique des empires, cette minorité l'emporte. Voilà. Hein, et l'Empire britannique est fondé sur les ruines de l'Empire moghol qui fonctionnait à peu près de la même façon, avec à peu près les mêmes effectifs. À la fin du XVIIe siècle, les effectifs de l'armée moghole sont les mêmes que ceux de l'armée des Indes au moment de la révolte des Sipahs, un siècle et demi plus tard, entre 200 et 250 000 hommes. Pour 200 millions d'Indiens, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une toute petite minorité qui suffit par sa violence, ou plutôt par son extrême violence, à s'imposer. Voilà. Bon, et voilà. Hein, voilà comment l'Europe change totalement, hein, bien sûr, le schéma. Alors, où en sommes-nous? Je crois que le schéma revient. Alors, pour que le schéma revienne, il faut deux choses. Hein. D'abord, l'arrêt de la croissance économique. Hein, tant qu'il y aura une croissance économique, le schéma khaldounien sera écarté, tant soit peu. Hein. Si nous en venons aux conditions de relative stagnation économique qui étaient celles de l'Ancien Régime, il n'y a pas de raison que le schéma ne reparte pas. Hein. La deuxième chose, c'est l'extrême sédentarisation des populations qu'on observe aujourd'hui dans le monde. Hein. Cette sédentarisation très frappante qui repose essentiellement, je vais très vite, sur trois facteurs considérables et généraux, c'est-à-dire l'urbanisation, la scolarisation et la baisse de la fécondité des couples. Hein, ce sont trois facteurs qui vont en général ensemble et qui sont les aspects du désarmement et de la désolidarisation de l'immense majorité des populations mondiales, pas seulement en Occident, partout, y compris évidemment dans le monde islamique. Et par contraste, cette sédentarisation de l'immense majorité dégage de toutes petites minorités violentes qui reconstituent ou qui tentent à reconstituer, on en discutera si vous voulez, je tiens là à vous laisser la parole à partir de là, hein, qui tentent à reconstituer la séparation très khaldounienne, fondamentalement khaldounienne, sans quoi la théorie d'Ibn Khaldoun n'existe pas, entre d'une part des fonctions productives, assurées par des masses productives très importantes, très productives, hein, très rentables, hein, très intelligentes, et de toutes petites minorités extrêmement violentes, très peu rentables, très peu productives, mais qui sont là pour assurer à la fois la garde du troupeau contre d'autres prédateurs extérieurs et l'intimidation du troupeau, bien entendu, pour lui faire rendre l'impôt, car il est possible, hein, c'est la première condition, que l'impôt redevienne, évidemment, hein, dans ces conditions, le processus fondamental de création de la richesse. Voilà, est-ce que j'étais encore un peu long? Je vous laisse la parole quand même, parce que c'est vous qui m'intéressez. J'ai besoin de vos questions, hein, pour mieux comprendre. Bonjour, merci, extrêmement intéressant. Deux éléments qui peuvent, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, qui peuvent répondre à certains des points que vous avez soulevés comme problématiques.
quel crédit vous donnez aux théories, quel crédit vous donnez aux théories de quelqu'un comme Diamond Jared avec son livre Steel, Guns and Germs, ou dans un autre ordre peut-être les trois mots, qui analyse l'émergence de la technologie en fonction de ces trois éléments, Steel, Guns and Germs, et d'une part, et d'autre part, quel crédit vous accordez aux théories qui parlent des routes de commerce de longue distance, d'une part, Samir Amin, mais toute la question de la route de la soie dans la constitution des empires et leur démembrement par la suite. Alors j'aimerais vous entendre sur ces deux points. Merci. Alors, il n'est pas question effectivement de nier, c'est même le point décisif pour comprendre comment la théorie d'Ibn Khaldoun s'est trouvée déportée, suspendue dans les faits. Hein, je ne parle pas du fait que jamais les Chinois n'ont lu Ibn Khaldoun, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais en revanche, l'Empire chinois implique une théorie qui n'aurait pas, enfin, applique des pratiques qu'Ibn Khaldoun ou Ibn Khaldoun aurait reconnu sa théorie sans difficulté. Hein. Donc pourquoi tout ça a disparu? Fondamentalement, bien entendu, encore une fois, parce qu'il y a une autre manière de créer de la richesse. Alors, cette autre manière de créer de la richesse se manifeste, vous avez tout à fait raison, enfin, Diamond Jared a tout à fait raison, d'abord dans le fait que cette richesse est appliquée, bien entendu, immédiatement à la technique militaire. Hein, et que la manière dont les Anglais arrivent en Inde, hein, prenons un vrai empire, c'est-à-dire l'empire moghol, et donc l'empire britannique qui le suit, la manière dont les Anglais arrivent en Inde, c'est d'abord sous cet aspect. Hein, c'est-à-dire nous avons des armes nouvelles et nous avons des soldats qui savent les utiliser. Et nous avons une forme de combat qui s'adapte à ces armes nouvelles. Hein, c'est-à-dire que nous apportons quelque chose de presque aussi nouveau qu'ont apporté les cavaliers 3000 ans auparavant, en venant de la steppe. Hein. C'est-à-dire le cheval, hein, la technologie du cheval. Donc c'est évident, hein, c'est très important, sauf que les avantages technologiques, comme vous le savez, se diffusent petit à petit, et que donc l'avance technologique que l'Europe a eue dès le XVIIIe siècle, probablement dans un pays comme l'Inde, dans une certaine mesure, plus nettement évidemment au XIXe siècle, et beaucoup plus nettement à la fin du XIXe siècle, seulement à la fin du XIXe siècle, la mitrailleuse. Hein, c'est là que vraiment les choses se retournent. Hein. Bah, aujourd'hui, ça se diffuse un peu partout, et cet avantage technologique, il tente à disparaître et à faire donc place à d'autres facteurs, qui sont des facteurs sociaux, hein, tout simplement, au sens le plus large du terme. Et la deuxième question, les routes du commerce. D'une manière générale, le commerce, j'en disais un mot dans la table ronde sur Bagdad. Le commerce est effectivement la meilleure manière de saisir le surplus, hein, de saisir la richesse, hein, tout simplement. La meilleure manière de saisir la richesse, parce que lever l'impôt foncier est effectivement la tâche essentielle de l'État et son revenu essentiel pendant des siècles et des siècles, mais lever l'impôt foncier, comme vous le savez, a des conséquences politiques très lourdes, parce que les peuples acceptent mal l'impôt foncier, hein, tout simplement, ils acceptent mal l'impôt, hein, qu'il s'agisse de l'impôt foncier ou de l'impôt indirect. En revanche, lever l'impôt sur les marchands, qui sont une petite minorité très peu nombreuse et généralement très détestée par les masses, voire l'histoire de l'Afrique, ou la réalité de l'Afrique encore aujourd'hui, hein, les ethnies marchandes sont généralement des ethnies détestées dans les territoires qu'ils contrôlent ou qu'ils irriguent pourtant de leur richesse, et beaucoup plus facile pour l'État. Il suffit encore une fois de saisir un marchand et de lui faire rendre ce qu'il doit rendre. La plupart du temps, vous négociez avec lui 50-50, et vous acquérez ainsi beaucoup plus facilement, en termes politiques, hein, avec beaucoup moins de coûts politiques, la même richesse que vous acquéreriez, le cas échéant,
à un beaucoup plus large coût politique par l'impôt foncier, par l'impôt direct. Oui. Allez-y. Ah, pardon. Non, c'est pour le micro. Il faut que vous soyez enregistré. Ah, il y a monsieur qui a... Ah, après, juste après. Allez-y. Ça marche là? Oui, ça marche. Oui, bonjour, pardon. Déjà, je voulais vous remercier pour votre livre parce que, d'une part, il nous fait voyager à travers des siècles d'histoire d'empire. Et surtout, vous avez eu le mérite de labourer dehors de votre champ où vous êtes spécialiste. Et du coup, ça donne des perspectives vraiment intéressantes. Donc là, je voulais vous en remercier sincèrement. Et j'avais une question concernant Ibn Khaldoun, notamment par rapport à sa théorie. En fait, c'est une personne qui pense le monde. Et ça c'est assez rare. Et il y a quelques personnes qui pensent le monde. Vous avez parlé de Machiavel, Tocqueville, on peut dire Marx et Engels. Et à la limite, en parlant de ces personnes, c'est ce que je me suis dit, ça peut se comprendre. Dans le sens où il y a un avant, il y a un après. En fait, il y a une rupture. Au sens de Michel Foucault, il se passe quelque chose. Marx, il y a la révolution industrielle. Machiavel, il y a la Renaissance. Et Tocqueville, c'est la société de classe qui disparaît. Par contre, sur Ibn Khaldoun, je ne vois pas. Eh oui, je vois pas. Il y a peut-être Tamerlan, mais Tamerlan, c'est ni plus ni moins la résurgence des Mongols, en fait. Et j'ai pas trop compris. La façon dont il peut penser le monde, parce qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de cassure. Ouais, c'était ça. Si Bravo. vous pouvez me répondre. Bravo, parce que vous posez exactement la même question que Ernest Gellner, le grand sociologue américain. C'est-à-dire, comment Ibn Khaldoun a-t-il compris? Logiquement, on ne comprend qu'à la faveur d'une rupture. C'est-à-dire que la plupart des grandes explications, et en vérité, les sciences sociales, ne sont nées qu'au XIXe siècle avec la rupture de la révolution industrielle et des révolutions politiques, de la révolution française en particulier. Ibn Khaldoun n'a pas connu de rupture comparable dans son monde, qui est un monde apparemment stable, très stable, même légèrement déclinant. Et donc, pourquoi, comment a-t-il compris? Je n'ai pas de réponse. En fait, c'est un peu, parmi les paradoxes et les mystères d'Ibn Khaldoun, c'est un peu comme le mystère qui veut qu'on comprenne le monde au moment où la politique, le monde du politique, au moment où on le quitte, et seulement au moment où on le quitte. Hein, ce qui est apparemment absurde. Hein. Je crois qu'il est à peu près le seul dans ce cas. La seule explication que je peux avancer, c'est la peste. C'est-à-dire qu'on tient depuis le XIXe siècle les ruptures pour des marches en avant. Hein, le mot même évolution a pris ce curieux sens, vous l'aurez remarqué sans aucun doute dans les copies des élèves, d'évolution favorable. On a oublié que le mot évolution peut signifier évolution défavorable. Hein. Or, je crois que la peste a été une rupture, une évolution défavorable, presque aussi importante que la révolution industrielle ne l'a été à la fin du XVIIIe, ou les prodromes de la révolution industrielle ne l'ont été à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'Ibn Khaldoun a mesuré que ce que probablement la plupart des administrateurs d'empire tenaient pour une évidence, l'existence de ce troupeau producteur, n'en était pas une d'évidence, que le troupeau producteur pouvait disparaître. Vous savez qu'il dit dans un paragraphe qu'il a finalement supprimé de la Muqaddima, il a sans cesse pris et repris la Muqaddima. Il parle du Fatimide, c'est-à-dire de celui qui doit arriver au dernier jour, hein, de la fin du monde en fait. Hein. Et il dit, la tradition, une tradition veut que les Fatimides, que j'ai entendu de mon maître El-Abili, veut que le Fatimide apparaisse au Maghreb. Après quoi, et après avoir rapporté cette tradition, il ajoute, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Dieu ne passe jamais que par des voies naturelles, si j'ose dire, et il ne doit par conséquent constituer d'État que s'il en existe la possibilité. Or, il n'y a plus aujourd'hui au Maghreb de possibilité de constituer un État, il n'y a plus assez de population. Si vous n'avez plus assez de population productive, il n'y a plus d'État.
vous pouvez multiplier les bédouins et les tourbillons bédouins autant que vous voulez. Hein. Ces tourbillons bédouins n'ont aucun sens s'il n'existe pas la masse productive qui constitue la base de l'État. Et il dit, dans une métaphore très aristotélicienne, bon, normale pour un homme de son temps, hein, que ces producteurs constituent la matière dont les bédouins constituent la forme. Et il n'y a pas, dit-il, de forme qui puisse prendre sens sans matière. Si vous n'avez plus de matière, c'est-à-dire plus de producteurs, c'est fini. Il n'y a pas d'État. Et je pense que ça, c'est peut-être une explication. C'est la grande rupture. Voilà. Bon, et bon, cela dit, Ibn Khaldoun est un homme du XIVe siècle, c'est-à-dire que ce qu'il attendait, c'était probablement la fin du monde. Hein. C'est nous qui reprenons ces théories dans un monde tout de même tout différent. Nous n'attendons pas tout de suite la fin du monde, donc voilà. Mais lui était tout à fait persuadé que probablement, hein, que la peste et Tamerlan, c'était les prodromes de la fin.